Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Et bonjour à tous, ici Professeur Majax de la chaîne Vox Teacher en direct de SNK France pour une vidéo d'analyse en profondeur de ce chapitre 123. Bon alors si je tenais à faire une analyse de ce chapitre, c'est qu'il constitue un véritable point de basculement dans le manga. Alors qu'au dernier chapitre on apprenait l'histoire particulièrement horrible d'Ymir et de la fondation d'Eldia, nous nous étions arrêtés au moment où Eren déclenchait le grand terrassement. Alors que nous étions en droit d'attendre un chapitre absolument cataclysmique, Isayama, comme à son habitude, décide de nous troller bien gentiment avec un flashback où on voit notre bataillon d'exploration manger des glaces et picoler. Merde Isayama, qu'est-ce que tu fais? Tout ça pour voir ensuite Armin et Mikasa se lamenter sur le toit où on les avait laissés, contemplant impuissants des centaines de titans colossaux se mettre en marche. Et on finit sur l'ultimatum d'Eren qui nous annonce tranquillement qu'il va juste éradiquer toute vie en dehors de l'île du paradis. Voilà, fin. Un mois pour attendre ça? Vraiment? Si je payais mes chapitres, je dirais remboursé. À moins qu'encore une fois, on assiste à un coup de génie d'Isayama. Le chapitre ne semble rien nous apprendre, contrairement au chapitre précédent, extrêmement dense en informations et en révélations. Il n'y a pas non plus d'action, alors que l'on se dirige vers la résolution finale et que le grand terrassement tant attendu vient d'avoir lieu. D'où l'impression d'inutilité et de vacuité du chapitre. Et pourtant, c'est sûrement l'un des chapitres les plus importants du manga. La première partie, sous forme de flashback, nous montre la première expédition du bataillon d'exploration au-delà de l'océan. Ici, point de baraquement militaire, de ghetto eldien ou de militaire à l'air patibulaire. Ils débarquent dans une ville côtière à l'apparence accueillante, bourgeoise, où la bonne humeur semble de mise. On les voit découvrir les richesses du monde extérieur, dans la joie et la bonne humeur. Isayama réussissant à instiller une certaine dose d'humour dans ses scènes, soit par l'intermédiaire de Connie et Sacha, comme à son habitude, soit par la scène du clown. Mikasa et Armin sont eux aussi ravis de toutes ces découvertes. Seul Eren regarde tout cela d'un air grave et détaché. Toute cette scène semble faire écho à la scène de la plage, quand au milieu de ses camarades, Eren disait ceci. Ici aussi, il ne peut pas se réjouir. Habité par les souvenirs de ses prédécesseurs, tristement conscient de la situation de son peuple, Eren ne peut sourire devant la découverte de ce nouveau monde, car il est celui de l'ennemi, de ceux qu'il devra détruire pour être libre. Alors que l'ambiance reste assez légère, l'incident du pickpocket met fin à ses réjouissances. L'atmosphère change du tout au tout. L'ambiance grouillante et chaleureuse se transforme en rassemblement populaire agressif, prêt au lynchage d'un enfant pour faire un exemple et protéger l'intérêt matériel des habitants. L'oppression revient, éclate de plein fouet, cette fois-ci sous l'apparence de l'oppression sociale. Elle revient en la personne de ce jeune garçon immigré sans le sou, réduit au vol pour survivre, exposé à la colère de commerçants prêts à tout pour protéger leurs affaires. L'inégalité et l'injustice sont bien là, ici aussi. Ce monde est cruel. L'oppression, la violence, se cachaient derrière le masque accueillant du bourgeois, du commerçant, du passant, prêt au meurtre pour protéger ses intérêts privés. Leur peur, leur bassesse, leur violence n'a rien à envier aux anciens gouverneurs des murs ou aux militaires de Mar. Comme si Isayama nous rappelait que l'oppression n'est pas le simple produit d'individus isolés, mais un système de valeurs intériorisées qui se reproduit ad nauseam. Ce jeune garçon n'est pas un membre de la race d'Ymir. Pourtant, il y a bien un rappel violent de l'oppression, tapi derrière les sourires accueillants. L'étranger, l'autre, n'est pas le bienvenu. Il est au contraire le danger.
La paranoïa va jusqu'à soupçonner le garçon d'être un Eldien. Les Eldiens incarnent la peur de l'autre, du danger fantasmé qui nous guette au quotidien derrière le visage de l'autre. L'Eldien, c'est l'ennemi qu'il nous faut abattre ou soumettre. Il est intéressant que ce soit Levi qui prenne en charge la situation. Lui-même a connu la pauvreté et la rapine dans la cité souterraine. L'escouade sauve le jeune garçon, mais le mal est fait. L'incident vient confirmer le raisonnement en train de se faire chez Eren. Ce monde est cruel. L'oppression est là, partout. L'inégalité, l'injustice, la violence sont l'essence de ce monde qu'il avait pourtant tant voulu découvrir. La scène chez les Azumabito est surtout là pour faire de l'exposition et nous expliquer la situation géopolitique. On comprend que la nation de Mar n'est pas la seule à opprimer les Eldiens. Les autres nations chassent les Eldiens au-delà de leurs frontières et tentent de les identifier grâce à des tests sanguins. Autrement dit, le racisme dans toute sa splendeur. On détecte les indésirables pour mieux les chasser. On comprend alors que la solution pacifique des Eldiens de Paradis semble presque impossible. L'association des protecteurs des sujets d'Ymir apparaît comme une excentricité sur la scène internationale. Malgré le soutien des Azumabito, la reconnaissance des Eldiens par les autres peuples semble vouée à l'échec. Hansi tente de se convaincre qu'ils doivent pourtant essayer de faire de leur mieux. Il est intéressant de noter qu'il s'agit là d'un élément récurrent de ce chapitre, où plusieurs personnages tenteront de se convaincre eux-mêmes malgré l'implacable vérité. Mikasa veut croire qu'elle aurait pu changer les choses, Hansi que la solution pacifique est toujours possible, Armin et Eren est toujours de leur côté. Le seul qui n'essaie pas de se convaincre et qui semble assumer la réalité, c'est justement Eren. Celui-ci disparaît de la réunion pour visiter le camp des réfugiés qui ne doit pas être loin, ou alors le radar de Mikasa est particulièrement performant. Le camp devient un reflet de la situation des Eldiens. Ces réfugiés, chassés par la guerre, se sont vus arracher leur vie, leur liberté, leur mode de vie, exactement comme les Eldiens. Ils sont l'exemple concret de la violence et de la cruauté de ce monde. C'est à ce moment qu'Eren demande à Mikasa ce qu'il représente pour elle. Pour le coup, je trouve que c'est peut-être le seul point noir du chapitre, la relation Mikasa et Eren n'ayant eu le droit à aucun élément de développement depuis longtemps. Mais cela reste quand même intéressant, car Mikasa se demandera si une réponse différente de la sienne, à ce moment-là, aurait pu changer quelque chose. S'ensuit une scène particulièrement touchante où le père du jeune garçon invite les Eldiens à festoyer avec eux. Très belle scène car sûrement la dernière où nous pourrons les voir réunis et heureux. Cela est encore une fois très signifiant. Ce moment de joie et de fête est partagé. C'est celui des opprimés, des laissés pour compte, des répudiés, qui, malgré leur malheur, qui parviennent, un instant, à se lier au-delà de leur culture et de leur langue. Un pur instant d'humanité, de solidarité et de partage. Le dernier avant la révolte et la destruction de ce monde. La suite est évidente. Nous assistons à la fameuse conférence pour la paix qui révèle les limites de la tolérance des bien-pensants. La fameuse association de protection est prête à aider les sans-mêlés, mais est terrifiée par Paradis, sur laquelle plane le spectre de l'Empire Eldien. La haine est manifeste. Même chez les gens de bonne volonté, ces tolérants pacifiques, la haine est trop forte. Il n'y a aucun espoir pour Paradis, voué aux gémonies du monde extérieur. Le fantôme de l'oppression d'Eldia est trop horrible, trop sanglant pour être oublié. C'est à ce moment-là qu'Eren quitte la salle, comprenant que la paix pour les siens est impossible. Voilà tout l'intérêt du chapitre. Si cette fois nous voyons surtout Eren du point de vue de Mikasa, nous comprenons ce qui l'a amené à ce moment précis. L'attaque de Revelio, la trahison de ses compagnons, son alliance avec Sig, et maintenant le grand terrassement. Tout cela s'est joué à ce moment-là. Non pas qu'il n'avait pas déjà pris sa décision, mais c'est le moment où le monde a confirmé que sa décision était la seule à prendre. Ce flashback est essentiel pour comprendre le chemin d'Eren. Il montre cette cassure définitive pour lui et Paradis, le moment où tout espoir de paix s'est écroulé. Le monde au-delà de la mer est un monde d'oppression détruisant la vie des innocents, gouverné par la peur, la violence et les intérêts mesquins. Ce monde est cruel, il n'y a plus rien à faire. Il y a ici quelque chose de l'ordre du procès. Ce monde est en sursis. Ce qu'il a montré durant ces quelques jours n'a fait que le condamner aux yeux d'Eren. Le pacifisme, le réformisme ne mettront ni fin à la guerre, ni à la peur, ni à l'oppression, ni au système. Ils sont beaucoup trop établis. Les rancunes et les traditions sont trop tenaces. Ce monde est trop lourd du poids du passé duquel il ne peut se dégager. Les grandes nations se font la guerre rêvant de dominer les autres. Des innocents sont chassés, tués ou opprimés pour des intérêts mesquins, par haine ou parce qu'ils sont simplement nés. Ce monde forgé par l'Empire Eldien dans la violence a trop vécu et ne peut que se perpétuer dans la violence ou disparaître par elle. C'est à ce moment que l'on apprend qu'Eren a disparu et s'est lancé dans son plan de révolte avec Sig. Se coupant des autres, orchestrant la catastrophe, il agit seul. Le fait qu'il agisse seul soulève une question fondamentale. A-t-il décidé d'assumer seul cette violence?
Poser cette question, c'est s'interroger sur son comportement vis-à-vis de ses compagnons. A-t-il décidé de tout sacrifier parce qu'il pense qu'il a raison, ou bien mesure-t-il le poids de ce qu'il va faire et souhaite protéger ses compagnons en assumant seul la responsabilité du génocide à venir? Je vous laisse débattre de cela en commentaire, mais la question est cruciale pour comprendre la cohérence de ses actes. Nous revenons au présent où le grand terrassement commence. Face à la situation, Mikasa et Armin ne peuvent que contempler la catastrophe en marche. La silhouette monstrueuse du Léviathan qui est devenu Eren domine Shiganshina. Montagne d'os acérée et absurde, il y a là un goût d'apocalypse. Armin essaye de se convaincre qu'Eren agit pour le bien, qu'il ne fait qu'utiliser le grand terrassement pour les défendre. Mikasa essaie de croire que les choses auraient pu être différentes. Armin, lui, essaye de se convaincre que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Il a encore en lui l'espoir de la paix, il croit encore en l'humanité de son ami. Malgré les événements, il veut croire que le monde peut encore changer, qu'une solution d'entente peut être encore trouvée, que l'on peut enrayer la violence. C'est alors que la voix des reines résonne et se fait entendre de tous les Eldiens. En décidant de les représenter dans l'axe, Isayama crée un effet de démesure qui écrase les personnages et les isole du monde. Pour la première fois depuis des siècles, les Eldiens sont tous d'un coup liés par le pouvoir du fondateur, par-delà les distances. Le discours est radical. Il souhaite protéger Paradis, le lieu où il est né et a grandi, et par extension son peuple. Or le monde souhaite les détruire. Soit. Il rejette ce vœu. Eren expliquait que si quelqu'un tentait de lui arracher sa liberté, alors il prendrait la sienne avant. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Le verdict est sans appel. Si ce monde tente de détruire Paradis, alors il détruira ce monde. La dernière page est saisissante. Non pas que beaucoup seront surpris. C'est le cheminement logique auquel tout nous menait. Ce qui nous saisit, c'est ce visage monstrueux qui remplit le cadre, exprimant toute la violence et l'horreur de ce qui vient d'être dit. Eren incarne à présent toute la violence et l'horreur de ce monde. Ce chapitre condense toutes les interrogations philosophiques d'Isayama. Contrairement à un Kishimoto pusillaniste qui posa la question de la paix et de la violence sans jamais y répondre, Isayama prend à bras le corps ces questions. Que faire face à un monde injuste? L'oppression peut-elle se résoudre pacifiquement ou la révolte ne peut être que violente? Quel est le prix à payer pour celui qui se bat pour sa liberté? Alors que Kishimoto échoue lamentablement à construire sa réflexion sur la guerre et la violence, ne donnant à Naruto aucune vraie solution à la question de Nagato, SNK embrasse totalement cette question pour la pousser dans ses retranchements les plus radicaux. Tout au long du manga, Isayama pose une réflexion sur l'oppression, l'aliénation et la quête de liberté. Si dans d'autres œuvres Eren aurait pu être l'antagoniste ou le méchant, Isayama en a fait son personnage principal. L'écrivain Frantz Fanon écrivait que seule la violence, la lutte armée peut permettre à l'opprimé de se libérer. La violence est libératrice, car ce n'est que par elle que l'opprimé peut détruire ses chaînes et mettre à bas le système qui le domine. La révolution n'est pas un dîner de gala, elle ne peut que se faire dans la violence. C'est par elle, selon Frantz Fanon, que l'opprimé retrouve sa dignité bafouée ainsi que sa liberté. C'est la voie qu'a choisie Eren, pourtant, est-elle la bonne? En assumant seule la responsabilité de la révolte, Eren se coupe de ce qui est le terreau d'une véritable révolution. Une aspiration collective à bâtir ensemble quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Or, en se faisant juge et bourreau de ce monde, il ne reste plus que sa révolte à lui, en tant qu'individu. Ni débat, ni échange, ni consensus. Il décide seul de ce qui doit être fait. Est-ce qu'il a, comme le louche dans Code 10, décidé d'assumer seul la responsabilité de la destruction de ce monde? Ou alors sommes-nous dans un acte plus radical, plus brutal, un acte totalitaire où un seul homme décide d'user de son pouvoir pour détruire ce qu'il considère comme mauvais? Est-il simplement devenu un monstre qu'il faut abattre, ou bien a-t-il décidé d'assumer d'être le monstre pour le bien de tous? Est-il devenu l'ennemi ou le sauveur? Là sera toute la différence, et le message d'Isayama. Merci à tous, alors j'aimerais remercier les copains d'SNK France qui m'ont permis de faire cette review-analyse. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'analyse philosophique de SNK, vous pouvez venir faire un tour sur la chaîne Vox Teachers, où je vous propose de réfléchir au manga à travers les concepts d'oppression, d'aliénation et d'obéissance. Vous y trouverez aussi un certain nombre de vidéos concernant la pop culture, les comics, les mangas ou le jeu vidéo. C'est un peu long, mais si cela vous intéresse, vous ne serez pas déçus. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, philosophiquement, bien à vous.